Une vie, une œuvre, bonjour, bienvenue. Comme chaque semaine, voici le portrait d'une personnalité qui a marqué son temps aujourd'hui, Pierre Bourdieu. Normalien, agrégé de philosophie, devenu sociologue, Bourdieu, né en 1930, aura profondément marqué les sciences sociales de la seconde moitié du XXe siècle. Livre après livre, les héritiers, la distinction, la misère du monde, il s'emploiera inlassablement à dévoiler les mécanismes de reproduction des inégalités sociales, appliquant sa méthode à l'éducation, la culture, aux pratiques artistiques, et aiguillonné toujours par le souci de rendre justice aux dominés. Pierre Bourdieu va connaître une grande renommée, des partisans enthousiastes, des ennemis féroces aussi. Universitaire, il deviendra une figure grand public dans les années 90, de par son engagement en faveur des mouvements sociaux et contre le néolibéralisme. 10 ans après sa mort, c'était le 23 janvier 2002, Jean-Luc Eguezier et Nathalie Salle reviennent aujourd'hui sur la vie et l'œuvre d'un sociologue dont on dirait peut-être aujourd'hui qu'il était un indigné. Je n'ai jamais vu attaquer que des gens puissants, des gens dominants. Jamais je l'ai vu attaquer quelqu'un qui occupe une position dominée. Je me reconnais dans sa posture sociologique, parce que je pense d'ailleurs un aspect qu'on peut aussi qualifier peut-être de durkheimien, cette conscience que la vie sociale est dure, qu'elle est faite de contraintes, et que donc faire la sociologie, c'est pas faire des discours sur la liberté ou sur le sujet comme ça, décontextualisé, etc. Qu'on est traversé de contraintes, le poids de l'histoire pèse sur nous et que néanmoins, on essaye de se débrouiller avec ça. Sur cette chaire, l'Assemblée a proposé d'élire comme professeur M. Pierre Bourdieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ce soir, pour l'entendre prononcer sa première leçon. Mais je voudrais, avant de lui donner la parole, au nom de tous mes collègues, lui exprimer nos vœux les plus chaleureux pour le succès de son enseignement. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, on devrait pouvoir prononcer une leçon, même inaugurale, sans se demander de quel droit. L'institution est là pour écarter ces interrogations et l'angoisse liée à l'arbitraire des commencements. J'avais sous-estimé la violence de ce qui, au lieu d'un simple discours rituel, devenait une sorte d'intervention au sens des artistes. Décrire le rite dans l'accomplissement même du rite, c'était commettre le barbarisme social par excellence, qui consiste à suspendre la croyance, ou pire, à la mettre en question et en danger, au moment et au lieu même où il s'agit de la célébrer et de la renforcer. Qui offre publiquement sa parole, et les savants réunis qui attestent par leur présence en corps que cette parole, d'être ainsi reçue par les maîtres les plus éminents... Ce n'est pas la seule fois dans ma vie que j'ai eu le sentiment d'être contraint par une force supérieure de faire quelque chose qui me coûtait beaucoup et dont la nécessité n'était ressentie que par moi. Pierre Bourdieu, esquisse pour une auto-analyse. André Miquel, pourquoi est-ce que vous avez voulu soutenir sa candidature au Collège de France? Vous l'avez même présenté. Quelles étaient vos motivations? Il y avait des affinités ou... J'étais sensible au grand projet de Bourdieu, nous y reviendrons peut-être, qui était, par la sociologie, démarqué de la philosophie, pour reprendre ces mots, de s'intéresser aux petits, dirais-je. Donc, à tout ce dont on parlait peu. Et c'est un peu cela qui m'avait, lorsqu'il m'avait demandé de présenter sa candidature au collège, qui m'a fait applaudir de plein gré, avec les risques que ça comportait. C'était l'esprit même de sa recherche, d'une part,
et puis d'autre part l'intitulé qu'il voulait donner à sa chaire. Il se retrouvait en concurrence avec Touraine, qui était présenté par Delumeau, et dont on n'a pas besoin de faire l'éloge, ça va sans dire. Mais ce qui m'avait plu chez Pierre, c'était le projet avec l'intitulé qu'il donnait à sa chaire, sociologie. Tout simplement. C'est-à-dire sociologie de tout et de tous. Le 23 avril 1982, Pierre Bourdieu prononce sa leçon inaugurale au Collège de France. Fidèle à lui-même, le chercheur qui n'a cessé d'interroger et critiquer les institutions fait une leçon sur la leçon. Qu'est-ce que cette chaire et quel pouvoir attribue-t-elle ? Malgré les angoisses et le ressenti douloureux qu'il confessera plus tard, c'est l'apogée d'une carrière universitaire exemplaire. Depuis les années 60, Pierre Bourdieu s'est imposé comme un sociologue majeur. Il s'est fait connaître avec Les Héritiers, écrit avec son condisciple de l'École normale supérieure, Jean-Claude Passeron. Une enquête sur les étudiants qui remet en cause le mythe de l'école égalitaire. Luc Boltanski. Le livre fait quasiment scandale, a un succès public, c'était le premier succès public de Bourdieu, choque énormément Raymond Aron, qui croyait beaucoup aux dons et à la différence d'intelligence entre les êtres humains, chose à laquelle je n'ai jamais cru personnellement. Mais en même temps, tout le monde savait bien par expérience que si vous étiez fils de paysan du fin fond de l'Auvergne ou fils de prolo du Nord, vous aviez très peu de chances d'entrer à l'université. Ou fils de paysan béarnais, comme le seul fait de dire les choses en les appuyant sur des arguments et sur des preuves, c'était ça, faire la révolution. Les Héritiers, donc, qui est sorti en 64, 65, je me souviens plus 64. Exactement. Montrer comment la domination s'exerçait à l'intérieur de l'université, comment l'université, loin d'être ce lieu d'émancipation dont on parlait souvent, était aussi un lieu où s'exerçaient des rapports de force et des rapports symboliques, une violence symbolique, selon le concept cher à Pierre Bourdieu. Et donc, mais ce qui était intéressant, c'est que la conclusion qu'a tirée Bourdieu était qu'on pouvait remédier en partie de l'intérieur à cette situation. Et il développait à l'époque ce qu'il avait appelé une pédagogie rationnelle, c'est-à-dire un moyen de lutter contre ces inégalités dont les enfants issus des classes défavorisées étaient victimes. Thomas Ferenczi, vous avez été journaliste au Monde, vous avez été médiateur du journal aussi pendant quelques années. Et en plus, vous avez suivi des cours avec Pierre Bourdieu à l'ENS. C'était comment d'être étudiant En effet, j'ai connu Pierre Bourdieu d'abord comme étudiant à l'École normale supérieure dans les années 60. Il faut dire que c'était quand même des années d'effervescence intellectuelle assez exceptionnelles. Les années 60, c'était avant mai 68, bien sûr. Donc c'était une période où on avait le sentiment, surtout quand on avait 20 ans, on avait le sentiment de découvrir le monde à travers ces intercesseurs intellectuels qui étaient Althusser, Barthes, Foucault. Donc Bourdieu était un de ceux-là. Pour moi, ça a été celui auquel je me suis le plus attaché. D'abord, c'était un homme qui exerçait une très grande séduction intellectuelle. À la fois, c'était un mélange de charme et de rigueur. Enfin, Passeron aussi, du reste, mais assez vite, ils se sont séparés. Et c'est quand même Pierre Bourdieu qui a été le plus connu, qui est devenu le plus connu. Le bon plaisir de Pierre Bourdieu par Pascal Casanova, France Culture, le 23 juin 1990. Pendant qu'on y est, vous pourriez nous le dire, par exemple, d'où vous venez ? Je viens d'un tout petit village du Béarn, du sud-ouest de la France, et d'une famille de tout petits fonctionnaires. Mon père a accédé à la fonction publique très tard, après avoir passé ses 25 ou 30 premières années comme fils de petit métayer pauvre. Et il a donc été toujours dans une position tout à fait inférieure dans le monde
y compris dans ce monde inférieur qu'est le monde rural. Voilà. Bon, donc mon enfance est marquée par une expérience de l'inégalité sociale, de la domination, et je pense que je n'en ai tiré aucun ressentiment, au contraire. André Miquel, comment vous l'avez rencontré, Pierre Bourdieu? Je l'ai rencontré à l'école normale, où il était d'une promotion après la mienne. Et donc, je n'ai pas connu Bourdieu en tant qu'ami avec toute cette, comment dirais-je, cette continuité de la relation qu'implique l'amitié. Mais j'ai gardé de lui le souvenir de vraiment d'un très chic camarade. Je précise au passage que nous étions un certain nombre, je ne sais plus pourquoi, à le surnommer Félix. Peut-être parce qu'il avait l'air d'un chat avec des yeux un peu bridés, me semble-t-il, et un sourire à moitié taquin et généreux. Enfin, c'est le souvenir que j'en garde. L'ENS, il a regardé un souvenir mitigé. Il était assez en retrait par rapport à ses condisciples. En particulier, il se sentait provincial par rapport à une majorité de fils de bourgeois ou filles de bourgeois de Paris. Est-ce que vous avez senti cette distance qu'il avait ou ce décalage, ou est-ce que peut-être vous le ressentiez vous aussi? J'ai le sentiment que la discrétion fondamentale de Bourdieu, car c'était un homme très discret et même secret par certains côtés, a aidé sans doute à ce que vous dites, à ce sentiment comment dire, d'être tenu en lisière par. Finalement, je me rends compte que j'ai plus appris sur Bourdieu par ses livres que par le contact. Tassadit Yassine, vous êtes anthropologue, spécialiste du monde berbère. Vous avez travaillé beaucoup sur les textes algériens de Bourdieu, vous les avez édités. En fait, Pierre Bourdieu débarque en Algérie en 1955, et c'est malgré lui, puisqu'il est envoyé comme militaire à l'époque. Et c'est un jeune philosophe qui ne connaît pas l'Algérie du tout. Et pourtant, ça va être le pays qui va déclencher une véritable mutation. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bon, comme vous venez de le dire, il est appelé, hein, c'est un appelé, et comme tous les appelés à cette période-là, beaucoup ne voulaient pas aller en Algérie. Et Pierre Bourdieu ne voulait pas aller en Algérie. D'abord parce qu'il y avait la guerre, et ensuite, il était contre, en fait, comme toute cette génération, contre cette guerre. Bon. Et le premier acte, si vous voulez, de contestation qu'on peut dire symbolique, mais qui est d'une façon aussi réelle, c'était de rester deuxième classe. Il a refusé d'être EOR, élève officier de réserve. Hein. Et bon, bah donc, il est envoyé en Algérie, et dans un premier temps, il est dans le Chélif, à environ 200 km à l'ouest d'Alger, et il est comme rampant, ce qu'on appelle rampant, c'est-à-dire affecté à une unité d'aviation, mais il est à terre, c'est-à-dire qu'il surveille tout ce qui est produit, tout ce qui est fourniture, instruments, tout cela. Et là, ça a été la période, je crois, la plus dure, puisque d'abord, on s'y ennuie, et puis en plus, les risques n'étaient pas moindres. Et c'est à partir de là que sa mère, en fait, réussit à contacter un colonel du Sud-Ouest, qui est du Cournot, et lui dit, voilà, donc mon fils se trouve dans des situations difficiles, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour lui? Du coup, on intervient pour le muter à Alger, pour l'affecter à Alger, dans un bureau. Et là, il va se retrouver au gouvernement général. Et au gouvernement général, il est attaché au cabinet. C'est-à-dire qu'il peut aussi bénéficier finalement de toutes les données, de toutes les informations que possède le gouvernement général à ce moment-là. Oui, bien entendu. Je crois qu'il est bien placé, d'abord pour avoir accès à l'information. Et ensuite, il faut savoir que le gouvernement général, c'était un très grand ministère où il y avait
tout le monde, tous les colonisés, si vous voulez, qui avaient une formation en français, travaillaient au gouvernement général. Et c'est là qu'il va rencontrer d'autres collègues et amis français qui étaient dans la recherche, comme Monteil, quelqu'un comme Dermengham qui a joué un rôle tout à fait important dans la formation de Bourdieu, parce que c'était à la fois un archiviste, mais en même temps un historien des religions, un homme tout à fait exceptionnel. Et c'est là que Bourdieu va faire ses premières classes sur l'Algérie. Une fois ses obligations militaires achevées, Pierre Bourdieu va choisir de rester en Algérie, il va essayer d'avoir un poste. Mais quelle est la situation dans le pays à ce moment-là? Est-ce qu'on peut faire de la recherche de terrain? Ça paraît bizarre, c'était un pays en guerre quand même. Mais dans un pays en guerre, on continue à vivre et on continue à lutter. Et chacun continue à lutter avec ses moyens. Et là, je crois que Bourdieu, tout en étant, comme je vous dis, à son poste, eh bien, il avait des contacts avec la société algérienne. Il avait des contacts avec les Algériens. Donc c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'il a commencé à prendre conscience de ce qui se passait sur place. Et c'est là que la société algérienne s'est révélé être un véritable laboratoire de changements sociaux, de changements politiques. Voyez, et donc il avait demandé effectivement à rester sur place, et sa manière à lui de contribuer à changer quelque chose dans ce pays, si tant est qu'on pouvait changer quelque chose, c'était d'aider à la formation des jeunes algériens, bien sûr, il n'y en avait pas beaucoup, mais aussi des Français qui étaient acquis à la cause algérienne. Est-ce que vous pensez, Madame Yacine, que, en fait, justement, le parallèle qu'il peut établir avec son milieu d'origine, son enfance rurale et montagnarde, ajoute une dimension, en fait, d'attachement à ce pays? Comment est-ce qu'il aurait peut-être détesté qu'on fasse ce rapprochement biographique, mais avec le recul, est-ce qu'on peut le dire, ça? Ben non, je crois pas qu'il... Non, je pense pas du tout. Au contraire, c'était une très grande émotion. Il y avait des personnages, je ne peux pas vous dire lesquels. Il disait souvent, ben oui, vous savez, celui-là, ben j'ai l'impression de voir mon père, j'ai l'impression de voir un tel. Et puis, comme il l'appelait, cette ruse paysanne, il l'a retrouvée ici et là. En fait, la Kabylie complétait un peu son Béarn natal perdu. Et le Béarn lui offrait aussi, encore une fois, cette expérience qu'il avait vécue et qui lui permettait à la fois d'être dedans et dehors, vous voyez. Donc c'est ce qu'il appelle exotiser l'indigène, mais en même temps l'apprivoiser, si vous voulez. Tassadik Yacine, vous avez travaillé beaucoup sur les textes algériens de Bourdieu, vous les avez édités. Est-ce que vous voyez dans ces travaux des idées qui annoncent en fait tout son corpus théorique qu'il va développer après, de retour en France dans les décennies suivantes? Oui, évidemment, ça ne sera pas travaillé comme il va le faire à partir, on va dire, des années 80 et surtout des années 90. Mais déjà, il y avait l'amorce de tout son arsenal théorique. Par exemple, la fabrique de l'habitus, ça va être à partir de 62, 63. C'est publié d'ailleurs dans l'Esquisse algérienne. Donc c'est en fait ce jeune cuisinier qui va raconter sa vie. Et là, on voit, si vous voulez, se mettre en place déjà donc, ce concept qui est un concept majeur dans l'œuvre de Bourdieu. On voit également la notion de capital symbolique. L'habitus, c'est l'ensemble des schèmes d'action, de perception, d'évaluation qui sont intériorisés au cours de l'éducation et qui vont structurer en fait les manières d'être et les manières de faire des individus, leur attitude corporelle. On pense aux bonnes manières
manières, par exemple. Gisèle Sapiro, directrice du Centre de sociologie européenne. À comment manger le poisson, tel qu'il le décrit dans La Distinction. Et si vous ne l'avez pas appris, le processus d'apprentissage doit être volontariste pour pouvoir acquérir ces manières incorporées, en fait. Et tout ça implique aussi, évidemment, une vision du monde, des dispositions éthico-politiques qui donc sont acquises au cours de la socialisation première au sein de la famille, puis de la socialisation secondaire dans le cadre scolaire. Et donc ces habitudes, comme elles sont premières, elles sont extrêmement contraignantes pour la suite, et il est difficile, on sait tous combien il est difficile de se départir de certaines habitudes acquises de longue date. C'est pas qu'on ne peut pas, le changement est possible, mais à un certain prix. Par exemple, se débarrasser d'un accent, Bourdieu était le premier à en avoir fait l'expérience, c'était coûteux, c'était difficile. Il a été beaucoup attaqué là-dessus, parce que ça remettait en cause finalement une certaine idée de la liberté de l'individu. Ses collègues sociologues n'étaient pas forcément d'accord sur cette idée-là. Vous pourriez nous expliquer un petit peu comment se faisaient les clivages Oui, il y a une partie de la sociologie qui met en avant la question du choix rationnel, qui ne nie pas complètement les déterminations sociales, mais qui les minimise peut-être, on peut dire, parce que si on nie les déterminations sociales, c'est plus la peine de faire de la sociologie, il faut faire autre chose. Mais effectivement, c'est une question de poids relatif qu'on accorde au libre arbitre, etc. Alors cette querelle du déterminisme et du libre arbitre prête un peu à sourire, parce que, comme disait Maurice Schlick, le contraire du déterminisme, ce n'est pas la liberté, c'est le hasard. Et de manière générale, le déterminisme, comme le dit bien Bouvresse dans son livre sur Bourdieu, c'est une posture méthodologique. Si on ne suppose pas un minimum de détermination, c'est pas la peine de faire de la science. Voilà. Alors la question, l'habitude, c'est pas un déterminisme absolu, je viens de le dire, c'est des dispositions qui peuvent être infléchies. Donc, il y a une marge de manœuvre, et d'ailleurs Bourdieu a toujours travaillé sur cette marge de manœuvre. Et la notion de stratégie qui lui était reprochée aussi, comme si c'était une conception cynique des choses, en fait, la notion de stratégie, elle a été forgée dans les années, au début des années 70, à propos des stratégies matrimoniales, pour contrer en fait le structuralisme qui pensait les acteurs comme support des structures, simple support passif des structures. En 1960, Pierre Bourdieu rentre en France. Raymond Aron lui confie le secrétariat de son centre de sociologie européenne. Il y constitue une équipe de collègues et d'étudiants. Ce sera sa base pour ses recherches sur la société française. Il enseigne aussi à Lille. Robert Castel. Moi, effectivement, j'étais assistant de philosophie. Ça s'appelait la faculté des lettres et des sciences humaines de Lille. J'étais l'assistant d'Éric Weil. Et alors, je me posais des questions, comme ça, un peu glisser cette intention de comprendre, qui est peut-être une intention philosophique, vers des objets plus concrets, qui ne seraient pas encore réfléchis, conceptualisés, donc quelque chose comme de la sociologie. Et tout à fait par hasard, effectivement, Pierre Bourdieu était maître assistant de sociologie à Lille. C'était un de ses premiers postes, sans doute. Il venait de prendre la direction du Centre de sociologie européenne. Et même, donc, si c'est anecdotique, je dirais que nous travaillions les mêmes jours. Et le mardi soir en particulier, nous dînions souvent ensemble. Et donc, on discutait de choses et d'autres. C'est Bourdieu, d'ailleurs, surtout qui parlait, parce que c'était un bavard, il aimait bien parler. Mais j'avais cette question-là, donc je lui pose. Et alors, il me dit, écoute, viens voir, puisqu'on fait des choses au Centre de sociologie européenne. Tu verras bien, si ça te plaît, etc. Donc, je suis allé sur un mode d'ailleurs assez informel au Centre de sociologie européenne. C'est l'époque où se développait la sociologie de l'éducation.
C'était après Les Héritiers. C'était aussi l'époque où se terminait d'ailleurs une enquête que Pierre Bourdieu avait dirigée sur la photographie. Et d'ailleurs, c'est la première chose qu'il m'est demandé parce que, cette enquête était finie. Et alors, il me dit, je pense que c'était de la coquetterie de sa part. On ne sait pas trop comment conclure. Alors, tu voudrais pas faire la conclusion. Alors, j'ai lu cette enquête et puis j'ai fait, vous savez, c'est un art moyen. Donc j'ai un petit peu participé aux travaux du Centre de sociologie européenne. J'ai fait comme ça quelques enquêtes aussi un petit peu pour me mettre un peu au courant du métier de sociologue. C'est allé très vite en fait ce rapprochement, c'est-à-dire que vous n'étiez pas sociologue et hop, il vous embarque comme ça après quelques dîners. Mais c'est peut-être aussi c'est sa personnalité qui était quelque comme chose ça. de l'époque d'une part, je crois. Je pense pas me vanter en disant que j'ai eu, et d'une façon assez réciproque, un rapport d'amitié avec Bourdieu. Et d'ailleurs qui s'est prolongé jusqu'à la fin. Mais aussi, à l'époque, je pense, en particulier, la sociologie existait peu comme véritablement une discipline académique. Par exemple, Bourdieu, Passeron, Touraine, il n'était pas philosophe, mais il était, je crois, agrégé d'histoire. Il n'y avait pas vraiment un milieu complètement professionnalisé, de sorte que ce type de passage, je pense, qui peut-être aujourd'hui poserait des problèmes, à l'époque, je crois qu'il n'en posait pas. Alors, vous avez parlé de ce travail au sein d'un centre de recherche, en fait, le CSE. Est-ce que Pierre Bourdieu et son équipe tranchaient un petit peu dans le fonctionnement habituel de l'université française? Ils étaient novateurs dans la forme, au moins, avant de... Je crois, oui. C'était d'ailleurs un petit milieu, parce que c'était un petit centre. C'était très sympathique. Il y avait un nombre limité de jeunes sociologues qui étaient un peu la garde rapprochée de Bourdieu. Il y avait Luc Boltanski, il y avait Chambourdon, il y avait Monique de Saint-Martin, et puis il y avait des gens qui passaient. Mais des associés, il y avait par exemple Dominique Schlapper, elle travaillait un petit peu. C'était en même temps un milieu de recherche assez intense. Je sais que par exemple, ça arrivait, il n'y avait pas trop d'heures. C'est-à-dire que on allait par exemple l'après-midi, mais il se trouvait, s'il y avait quelque chose à finir, ça pouvait se finir vers minuit, voire plus tard le matin. C'était, je crois, quelque chose d'assez comme ça, d'assez convivial, d'assez sympathique. Oui, c'était un clan. Luc Boltanski. C'était un clan, c'était une famille, c'est vrai qu'on vivait beaucoup ensemble, les uns avec les autres, avec ce travail tardif, cette absence d'horaire. Il y avait des fêtes de temps en temps. L'un ou l'autre faisait à manger. Et oui, mais vous connaissez beaucoup de moments littéraires ou de moments artistiques ou de moments intellectuels qui fonctionnent pas comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, on croit qu'on fait de la création en faisant circuler les gens sans arrêt. Et quand vous regardez les lieux d'invention au cours du XXe siècle, intellectuels, artistiques, poétiques, vous avez toujours un groupe de gens, souvent venus d'horizons très différents, mais qui sont quelques années ensemble, avec un fonctionnement à la fois intellectuel intense et souvent affectivement intense. Alors, Luc Boltanski, dans un livre assez récent qui s'appelle « Rendre la réalité inacceptable », vous avez raconté ces débuts du Centre de sociologie européenne, comment vous travailliez avec celui que vous appelez le patron dans le livre. D'abord, pourquoi vous l'appelez patron? C'était une forme de... C'était pas le début, le centre était déjà bien parti et... après 68, il y a eu une rupture, il faut bien dire, entre Raymond Aron et Pierre Bourdieu. Aron aimait beaucoup Bourdieu et je crois que c'était réciproque, mais la raison politique les avait nettement séparés dans deux bords très différents. Et donc, Bourdieu était le directeur du labo et c'était un patron. Oui, j'ai voulu prendre ce terme parce que
dans mon esprit, il renvoyait à deux usages. À l'usage de la presse, le patron de presse, et à l'usage quasi militaire à la Saint-Exupéry, du patron d'escadrille. Et c'était un peu ça, c'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un qui avait une autorité qui n'était pas une autorité administrative, mais une autorité personnelle sur le groupe des gens qui travaillaient avec lui, et qui était un mélange de familiarité, d'attention très grande aux autres, et d'une distance qui était une distance liée à l'admiration, à la différence d'âge. Il était beaucoup plus âgé que moi, et au fait que pour nous qui étions des petits jeunes sachant pas grand-chose, c'était le patron. Gisèle Sapiro, à travers ce CSE, on pourrait parler aussi peut-être d'une manière particulière à Bourdieu de travailler en équipe. Il a créé vraiment un groupe de travail, on pourrait dire une bande. Il a fait une revue, les actes de la recherche. Enfin, c'était ça aussi la méthode Bourdieu. Oui, je ne parlerai pas forcément de bande, une équipe certainement, et il a été d'ailleurs précurseur en sciences humaines et sociales, a fonctionné dans le travail collectif sur le modèle des sciences de la nature, à construire des grandes enquêtes qui impliquaient un grand nombre de chercheurs du laboratoire, et à penser aussi les différents objets comme des étapes d'un travail plus général, chacun faisant sa propre recherche, sa propre partie, mais s'inscrivant aussi dans une dynamique, une problématique d'ensemble sans qu'on travaille forcément sur le même objet. Donc il y a eu beaucoup d'enquêtes, de grandes enquêtes fin des années 60 et surtout dans les années 70 qui ont donné lieu à des ouvrages collectifs ou individuels. Bon, il y a eu évidemment la distinction Homo academicus, la noblesse d'État. C'était très nouveau dans les sciences sociales. Vous avez réagi tout à l'heure quand j'ai dit bande, mais on a tout entendu. On a entendu chapelle, on a entendu secte. Qu'est-ce que vous répondez à ça maintenant, Gisèle Sapiro? Maintenant que vous êtes l'abbesse, on pourrait dire, de cette chapelle, si on peut filer cette métaphore qui n'était pas bienveillante à l'époque, en tout cas. Mais Bourdieu avait des ennemis. Oui, je me sens très peu en abbesse. La notion de secte, qui est toujours une forme de disqualification, si on essaie de penser pourquoi elle est appliquée là, et on utilise par exemple la sociologie des religions de Max Weber, la secte, c'est une scission par rapport à une église, à une orthodoxie, autour d'un prophète qui apporte un message qui est critique en fait de l'orthodoxie et qui propose une nouvelle manière, une nouvelle vision du monde, une nouvelle conception du monde. Donc après tout, on peut tout à fait reconstituer cette histoire comme ça, parce que sa manière de faire la sociologie était hérétique par rapport à sa période, et il a dépassé un certain nombre d'oppositions justement entre théorie et empirie, entre subjectivisme, objectivisme. Donc d'un point de vue sociologique, on pourrait le penser. Et puis il a rallié une communauté en fait autour de lui qui s'est inscrite dans cette approche, dans cette démarche, et qui l'a transmise. Voilà. Certes, Bourdieu était une figure très charismatique. Les gens avaient un rapport affectif à lui, qui peut être aussi bien d'amour que de haine. Et la recherche est aussi traversée par ces passions-là. On ne peut pas le nier. C'est pas seulement autour de Bourdieu, c'est de manière générale. Luc Boltanski, à cette époque, on parle toujours des années 60-70, Bourdieu a donc son centre de recherche, un groupe de jeunes chercheurs qui travaillent avec lui, une collection de livres, une revue. Et est-ce qu'il y avait une volonté un peu de conquête comme ça? Vous vous rappelez de ça?
Vous vouliez imposer une certaine vue de la sociologie dans le champ sociologique, pour reprendre un terme bourdieusien. Je dirais qu'il y avait d'abord une volonté de survie. Parce que le travail de Bourdieu et le groupe étaient loin d'être facilement acceptés, notamment du côté de Sciences Po et précisément des autorités mandarinales. Et il y avait certainement un sens de mission, c'est-à-dire que nous pensions, j'allais dire naïvement, mais pas tellement naïvement, que ce que nous faisions pouvait avoir un effet sur le changement de la société dans laquelle nous vivions. Et par exemple, je raconte ça dans le livre, en mai-juin 68, on s'est mis en grève, mais en grève active, en restant dans le labo, et on passait nos journées à faire des petites notes à partir de vulgarisation, on pourrait dire, à partir des recherches qui étaient faites ou en cours, que des étudiants venaient chercher pour les discuter en AG. On dit qu'Edgar Faure, ensuite, a trouvé le moyen de recueillir toutes ces notes, j'en sais rien. Mais oui, il y avait cette volonté et ce sentiment qui était, je crois, l'atmosphère des années 70, d'ouverture, de passage quand même du vieux monde à un monde que l'on pouvait changer. Ce qui s'est complètement refermé dans les années 80. Alors, Robert Castel, quelle était la position de Bourdieu au moment de cette agitation étudiante de l'année 68, on va dire? Il faut dire que les positions de Bourdieu étaient assez modérées, quand même, parce que, il avait d'ailleurs une forte hostilité au gauchisme. Il n'aimait pas, et d'ailleurs, il appliquait des analyses peut-être même un peu caricaturellement bourdieusiennes, ces petits bourgeois nantis, etc., qui prétendent faire la révolution, etc. Bon, il n'aimait pas cet extrémisme gauchiste, à tel point que, par exemple, il avait été sollicité avec Passeron pour être justement ce qu'on appelait le noyau cooptant de Vincennes pour lancer l'université de Vincennes, et il n'a pas accepté. Il se trouve que d'ailleurs Passeron me l'a demandé, et donc j'ai fait ça avec Passeron. Ça veut dire que Bourdieu, c'était certainement le contraire d'un excité à l'époque. Bon, il était dans le mouvement, il était pour une sociologie moderniste, plus démocratique, plus ouverte, mais cette espèce d'extrémisme gauchiste qu'il interprétait aussi comme, au fond, quelque chose d'anti-scientifique, parce qu'il faut peut-être ajouter aussi que Bourdieu a toujours eu, comme ça, j'allais dire, une affectation de scientificité. C'est-à-dire qu'il prétendait, d'ailleurs, à mon avis, c'est pas complètement faux, peut-être qu'il poussait un petit peu, que la sociologie qu'il faisait, c'était de la science au sens rigoureux du terme, et donc un petit peu des élucubrations politiques, comme il y en avait beaucoup à l'époque, il aimait pas ça. Et d'ailleurs, c'est un peu curieux, parce que c'est, contrairement à la majorité des gens qui ont trempé dans cet extrémisme et qui après se sont entre guillemets assagis, je crois que Bourdieu a eu le parcours inverse, ce qui est peu commun. Les gens sont classés objectivement par leur automobile, leur appartement, etc., etc. Pierre Bourdieu, le panorama de France Culture, le 29 octobre 1979. Mais en plus, ils sont classés par leur système de classement, c'est-à-dire par leur manière de classer, c'est-à-dire leur goût, leur manière de classer, qui les classe. Bon, qui les classe doublement, d'une part parce que on est par le fait de dire j'aime ci, j'aime ça, on se classe, bon, et aussi par le fait que en disant j'aime ci, j'aime ça, on fait des actes économiques, des achats, etc., qui sont la projection objective d'un goût. Publiée en 1979, la distinction critique sociale du jugement marque une étape.
S'appuyant sur des enquêtes statistiques, Pierre Bourdieu y décrit des styles de vie corrélés aux classes sociales. Une société structurée par des capitaux économiques, mais aussi culturels ou symboliques. Le sociologue Philippe Coulangeon a organisé en 2010 un colloque international sur la distinction 30 ans après. Ce qui nous a effectivement frappé quand on a organisé ce colloque, c'était de s'apercevoir à quel point des sociologues de générations différentes, d'aires géographiques très très variées, eh bien, semblaient trouver dans cet ouvrage vieux de 30 ans eh bien, un certain nombre de concepts qui leur semblaient très pertinents pour analyser l'espace des goûts, l'espace des habitudes en matière alimentaire, l'espace des opinions politiques dans leurs sociétés respectives. Et ça, effectivement, je ne sais pas si c'est surprenant, je ne veux pas dire qu'on était vraiment surpris, mais d'une certaine façon, ça disait quelque chose quand même. Le simple fait de cette abondance de propositions eh bien, était une réponse à la question de quelle est l'influence exacte de ce livre. Est-ce que ce livre n'est pas finalement, voilà, maintenant une pièce de musée? Bon, on avait finalement la réponse. Hein. Si on devait dire ce que représente vraiment cet ouvrage dans l'histoire de la sociologie, je crois qu'il serait très réducteur en tout cas de faire de cet ouvrage seulement un des piliers, je dirais, de la littérature en matière de sociologie de la culture. C'est à mon avis beaucoup plus que ça. Il y a tout d'abord Gisèle Sapiro. L'idée que les inégalités reposent aussi sur autre chose que l'argent, que la détention des moyens de production, qui est ce que Bourdieu a appelé le capital culturel, et qui s'est autonomisé du capital économique historiquement avec le développement notamment de l'école républicaine. Or, cette division a des conséquences. Tout d'abord, elle a, du point de vue des pratiques culturelles, du point de vue des goûts, du point de vue des loisirs, ceux qui détiennent plus de capital culturel n'ont pas les mêmes habitudes que ceux qui détiennent plus de capital économique. Donc, il y a des différences tout simplement des styles de vie, ce qui est mis au jour dans la distinction. Et puis ça a des conséquences aussi du point de vue de leur vision du monde, de leur conception politique. Ça a pu expliquer à certains moments une alliance entre les intellectuels et les classes dominées et les classes populaires. Est-ce qu'il n'y a pas une obsolescence, effectivement? Est-ce que ce qui conduit à penser que la distinction s'est datée, c'est pas aussi, effectivement, cet affaiblissement de la pensée en termes de classe sociale? Alors là-dessus, j'aurais envie de dire deux choses qui sont peut-être un peu contradictoires, mais par rapport à Bourdieu. D'abord, c'est un fait que le vocabulaire des classes sociales, disons-le comme ça pour l'instant, apparaît effectivement très omniprésent dans la sociologie de Bourdieu, au moins à l'époque de la distinction. C'est beaucoup moins le cas dans des ouvrages plus récents, mais peut-être au détriment d'autres dimensions. Hein. Il me semble aussi que quand on regarde de plus près, Bourdieu n'est pas à proprement parler un théoricien des classes sociales. Les marxistes purs et durs détestent Bourdieu. Et notamment parce qu'effectivement, je pense que la sociologie de Bourdieu n'est pas une sociologie des classes sociales au sens d'une forme de réification, en quelque sorte, de groupes sociaux avec des frontières très clairement établies. Bourdieu est davantage un sociologue de l'espace social, un sociologue du classement, qu'un sociologue des classes. C'est-à-dire que Bourdieu analyse la manière dont les individus se répartissent dans un espace social qui est structuré par des rapports de force, par des oppositions, par des tensions, mais à l'intérieur duquel il serait bien imprudent de tracer des frontières strictes et définitives entre les groupes. Gisèle Sapiro, la dernière période de sa vie, à partir de 1995, il s'engage en fait contre le néolibéralisme, moins en sociologue qu'en personnage public et en politique.
Oui, alors c'est une œuvre qui a été engagée dès le départ. Elle a toujours abordé des sujets brûlants avec les outils, comme il disait, avec les outils de la science pour les refroidir, les mettre à distance, les objectiver. Quand il travaille sur l'Algérie, il veut comprendre l'Algérie, alors qu'à une époque où beaucoup d'intellectuels en parlent sans connaître du tout les réalités de ce pays. On a évoqué les enjeux de la démocratisation culturelle, de la démocratisation scolaire. C'était des enjeux politiques important. Je pense qu'il est comme dans la tradition des intellectuels français, il a mis son capital symbolique à un moment donné au service d'une cause qui était celle de cette lutte contre le néolibéralisme. Mais il ne l'a pas fait sur le mode qui était celui de Sartre, qui n'avait cessé de dénoncer, qui était celui de l'intellectuel total, qui parle à tort et à travers de choses qu'il ne connaît pas forcément. Son mode a été justement de penser une manière de s'engager un peu plus dans le sillage de l'idée de Foucault de l'intellectuel spécifique qui parle d'objets qu'il étudie, dont il essaie de comprendre les enjeux. C'est vrai que lui, il a essayé de mettre en avant le collectif, mais c'est vrai que dans la réception, par exemple dans la presse, c'était toujours son nom à lui qu'on mettait en avant, mais le travail qu'il faisait, c'était un travail collectif. Il a lancé la collection Libère Raison d'Agir, il a fondé le collectif Raison d'Agir. C'était là encore un travail d'équipe. C'était vraiment mettre la science au service le savoir, la connaissance au service d'une cause. Aussi être le porte-voix, ce qu'il a été dans le mouvement de 95, le porte-voix des sans-voix, justement quelqu'un qu'on pouvait entendre, qu'on allait écouter, donc donner voix, comme il l'a fait au même moment dans La misère du monde, donner voix à ceux qui n'en ont pas. Voilà, il y avait ce double aspect et puis restitution de la science donc à des organismes syndicaux, à des mouvements sociaux qui pouvaient s'en emparer pour réfléchir à leur combat. Annick Coupet, vous êtes déléguée générale de l'Union syndicale solidaire et vous avez rencontré Pierre Bourdieu en 1995 au moment des grèves contre un plan de réforme proposé par le gouvernement d'Alain Juppé. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette première rencontre qui était, je crois, un moment un peu important pour Pierre Bourdieu, dans le sens où il prenait la parole en public dans un cadre de meeting pour la première fois? Bah oui, effectivement, la première fois où j'ai rencontré Pierre Bourdieu physiquement, parce que je connaissais évidemment de loin ses écrits, c'était à ce meeting donc, qui était en plein au mois de décembre pendant ce fameux mouvement de l'hiver 95. Moi, je me suis trouvée là puisque je prenais la parole. À l'époque, j'étais secrétaire générale du syndicat Sud PTT. C'était dans une salle à côté de la gare de Lyon et donc c'était un meeting de soutien aux grévistes et en particulier aux grévistes cheminots. Et finalement, à travers la parole de Pierre Bourdieu, c'était le soutien d'un certain nombre d'intellectuels, de chercheurs qui avaient décidé d'être effectivement en solidarité avec ce mouvement et en soutien un peu en contrepoint par rapport à d'autres intellectuels qui, eux, avaient choisi de soutenir le plan Juppé et Nicole Notat, qui était à l'époque secrétaire générale de la CFDT et qui soutenait le plan Juppé. Pour moi, et je pense comme pour tous ceux qui étaient dans la salle ce soir-là, c'était important que quelqu'un comme Pierre Bourdieu soit là pour dire le soutien aux grévistes. Et je crois que, de fait, c'était sans doute lui le plus intimidé. Effectivement, on le sentait que c'était pas un endroit auquel il était habitué, quoi. Mais en tous les cas, je crois que pour beaucoup d'entre nous, le fait d'avoir quelqu'un comme Pierre Bourdieu, donc qui représentait tous ces intellectuels qui s'étaient engagés, ça confortait le fait que notre mouvement, il était juste, il était populaire et il avait le soutien, y compris de gens, disons, qui avaient une certaine notoriété, y compris une notoriété internationale. Vous l'avez vu régulièrement après ? Bah, écoutez, on s'est vu, oui, à plusieurs reprises dans l'année 96, puisque au lendemain donc, de ce mouvement social de l'hiver 95, Pierre Bourdieu et un certain nombre d'intellectuels autour de lui ont lancé l'idée d'états généraux du mouvement social, avec cette idée forte, et je pense qu'il va porter jusqu'à la fin de sa vie, le fait de mettre ensemble dans un même débat à la fois des chercheurs, ceux qui ont l'analyse, la science, l'expertise, et des syndicalistes de terrain. Et je pense que pour lui, c'était une dimension très très importante. Donc,
En 96, il y aura ces états généraux du mouvement social. Et puis, bon, il y aura des difficultés. On n'arrivera pas à faire vivre très longtemps cette affaire-là. Et en fait, à la fin des années 90, Pierre Bourdieu lancera l'idée d'états généraux du mouvement social européen. Pour lui, la dimension internationale, face au capitalisme financier, face au libéralisme, était une dimension très importante pour les mouvements sociaux. Et surtout, en particulier, au niveau européen. Donc d'une certaine façon, je dirais qu'il était un peu précurseur de finalement ce qu'on va appeler le mouvement altermondialiste, les forums sociaux, le forum social européen, etc. Bon, et il s'est trouvé que je pense qu'on a construit un rapport de confiance et je dirais presque d'amitié. Et donc on s'est retrouvés ensemble dans beaucoup de ces initiatives. Il y a une nouvelle forme de militantisme, il y a une nouvelle forme de politique, ce qu'on appelle la gauche de la gauche. Enfin, ça m'énerve beaucoup. La gauche de gauche, je veux dire vraiment de gauche. La gauche vraiment de gauche est composée pour une grande part de gens compétents, qui mettent leurs compétences au service de l'idéal socialiste. Pierre Bourdieu, Là-bas si j'y suis, France Inter, le 23 décembre 1998. Avec un certain un mélange de dévouement et de compétence. Bon. Or ça, c'est vrai que c'est ce qui énerve particulièrement. Bon, alors je pense le problème de l'éducation. Bon, nous avons un ministre de l'Éducation qui invoque la sociologie à toutes les minutes. Mais il aurait 2 à la licence de sociologie. C'est un analphabète sociologique qui se sert d'une compétence sociologique qu'il a acquise, je ne sais pas quoi, en lisant le Nouvel Obs peut-être, pour faire de la démagogie sociale. Et qui, évidemment, exclut avant tout la compétence sociologique. Il n'y a rien que déteste plus un responsable socialiste que la sociologie. Luc Boltanski, il y a une autre période de sa vie, à partir des années 90, où il devient vraiment militant politique. Comment vous analysez ce n'est pas un revirement, mais c'est une inflexion en fait dans sa vie. Lui qui avait toujours été vraiment accroché au métier de sociologue. Comment vous analysez cette inflexion ? Dans les années 70, le fait de travailler avec lui était une façon à la fois de faire sans arrêt de la politique, d'une certaine façon, sans faire comme ce que faisaient beaucoup de jeunes de notre temps, c'est-à-dire s'engager dans des mouvements ou des groupuscules politiques. Et avec cette idée qui venait au fond des Lumières, d'une certaine façon, que la recherche de la vérité était par soi un acte politique et qu'un engagement dans des partis ou des mouvements, au fond, aurait été une entrave, aurait amené des censures par rapport à cette recherche de la vérité. Et c'est vrai que moi, en bon étudiant de Bourdieu, j'avais fortement intériorisé l'exigence de se tenir, je cherche le mot, j'allais dire au-delà, c'est pas un au-delà transcendantal, mais disons à côté de l'engagement politique facile. Je pense que si Bourdieu a... J'en ai jamais parlé avec lui, mais je pense que s'il a cru bon de faire cet engagement, c'est parce qu'il a eu conscience très tôt, beaucoup plus vite que moi par exemple, de l'infléchissement qui était en train de se produire dans les années 80, de façon assez étrange alors que les socialistes étaient au pouvoir, par rapport à l'espoir social qui était né de 68 et des années 70. Je me rappelle très bien quand Furet a publié « Penser et la Révolution française », il avait repéré très vite le danger, de même par rapport aux nouveaux philosophes, ce qui était plus facile parce que ce n'était pas de la très haute pensée, tandis que Furet était un homme considérable quand même comme historien, et que donc il s'est mis dans une position assez tôt, vers le milieu des années 80, surtout les années 90, de résistance par rapport à la montée du néolibéralisme, dont on a vu ensuite assez vite les
ravages sur le plan social. Il était très intéressé par les mouvements sociaux qui apparaissaient à l'époque. Donc on voit qu'il va voir les gens de droit devant, ACT UP, Attaque, le DAL. En fait, il ne faisait pas de différence finalement entre tous ces mouvements. Il aurait bien aimé une vaste union. Nous, on a toujours cherché à construire les convergences, justement, avec le mouvement des chômeurs, avec le mouvement des femmes, avec les mouvements des sans-papiers. Et ça, je pense que c'est ce qui l'intéressait aussi, sans doute, dans disons, la démarche syndicale de Sud PTT à l'époque et de Solidaire aujourd'hui. Bon, je crois que de ce point de vue-là, il avait vraiment l'intuition que le syndicalisme ne s'en sortirait pas tout seul dans son coin, de la même manière que ces différents mouvements qui agissaient sur le terrain du chômage, sur le terrain des sans-papiers, sur le terrain de l'égalité homme-femme ou sur d'autres terrains, par exemple comme ACT UP, ne pouvaient pas rester isolés les uns des autres. Et je pense que c'était de ce point de vue-là très important parce que ça relevait d'une vision globale de la société finalement, donc d'une vision finalement très politique au sens dans quelle société voulons-nous vivre. C'était il y a 10 ans. Qu'est-ce qui reste, à votre avis, de cette action ? Je pense que ce qui reste, c'est justement cette idée de déconstruire les rapports sociaux de domination. Ça, je pense que c'est quelque chose qui reste de façon très importante. C'est-à-dire, on est passé finalement d'une période, le fameux TINA de Mme Thatcher des années 80, There is no alternative, où finalement tout nous était présenté comme finalement, de toute façon, le communisme est mort, le mur de Berlin est tombé, et donc le capitalisme, il n'y a que ça de vrai, quoi. Et finalement, au fait que dans les mouvements sociaux, à partir de 95 en France, et c'est toujours d'actualité, eh bien maintenant, il y a une volonté de s'attaquer à ce qu'on nous présente comme des vérités, quoi. Et ça, pour moi, ça fait partie des apports de Pierre Bourdieu aux mouvements sociaux. Je n'ai pas beaucoup d'inclination pour les interventions prophétiques et je me suis toujours défié des occasions où je pouvais être entraîné par la situation ou les solidarités à aller au-delà des limites de ma compétence. Je ne me serais donc pas engagé dans des prises de position publiques si je n'avais pas eu chaque fois le sentiment, peut-être illusoire, d'y être contraint par une sorte de fureur légitime, proche parfois de quelque chose, comme un sentiment du devoir. Pierre Bourdieu, Introduction à Contrefeu, 1998. C'est un homme de combat intellectuel, mais de combat. Thomas Ferenczi. Rappelez-vous ce film de Pierre Carl qui s'appelait « La sociologie est un sport de combat ». Et rappelez-vous aussi ce petit texte qui était d'ailleurs un entretien peut-être à France Culture, qui était titré « Si le monde social m'est supportable, c'est parce que je peux m'indigner ». C'était déjà les indignés. Il était l'indigné numéro 1. Il disait aussi dans ce texte j'ai été un jeune homme en colère, j'espère que je serai un vieil homme en colère. Donc rien de nouveau. Enfin, les indignés d'aujourd'hui peuvent se réclamer de Pierre Bourdieu. C'était vraiment son tempérament. C'était un homme qui aimait la polémique, tout en s'en défendant d'ailleurs. Considérait que il ne faisait que constater. Lorsqu'on l'accusait, par exemple, de dénoncer un certain nombre de mécanismes sociaux, aussi bien dans l'université que dans la presse, il refusait ce terme en disant que je ne dénonce pas, je dévoile. Je pense qu'il y a place pour un utopisme rationnel, c'est-à-dire qu'on a droit à une part d'utopie dans les limites du possible. Et je crois qu'un bon usage de la sociologie comme instrument de transformation du monde social, ça serait de définir les limites de ce qu'on peut faire et d'aller aussi loin que possible au-delà de ces limites avec une toute petite chance de réussir. Une vie, une œuvre, Pierre Bourdieu, par Jean-Luc Aiguesier et Nathalie Salle. Prise de son Jacques Vincent et Florent Hanoun. Mixage Alain Joubert. Attaché d'émission Laurence Genepin. Archivina Véronique de Saint-Pastou.
Une vie, une œuvre consacrée aujourd'hui à Pierre Bourdieu, disparu il y a 10 ans, en janvier 2002. Un grand merci à Jean-Luc Aiguezier et à Nathalie Salle pour cette émission que vous pouvez podcaster pendant une semaine et réécouter en ligne pendant plus d'1 an. N'hésitez pas non plus à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui me font une excellente transition vers la semaine prochaine, puisque l'homme dont nous parlerons est l'inventeur de l'informatique, Alan Turing. Il a également décrypté le code allemand Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, et pour le remercier de tout cela, le gouvernement anglais a opéré sur lui une castration chimique. Nous vous raconterons son histoire dans quelques instants. Michel Simon, projection privée. Très bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, à l'écoute de France Culture.